panel qui va porter sur comprendre les nouveaux paradigmes de la société de l'information. Qu'est-ce que l'Afrique propose? Alors, nous avons un présentateur principal. Nous avons l'honneur d'accueillir tout à l'heure M. Saadou Ali Zato qui vient du Bénin. Ensuite, nous avons des panélistes qui viennent du Sénégal, notamment Bouba Sow, de l'Algérie, Abdourahmane Semar, de Madagascar, Ravelo Mahali, Andriamia. Je crois qu'on va tous s'entraîner à prononcer les noms malgaches. Et puis de Mozambique avec Rosalina Renalda, du Kenya avec Kennedy Machania. Avant qu'ils interviennent, c'est d'abord bien entendu l'intervenant principal, M. Zato, qui vient du Bénin, qui va nous faire une présentation un peu plus magistrale pour introduire le sujet. Il aura une dizaine de minutes. Ensuite, les autres interviendront peut-être 2 minutes avant qu'on passe à un échange interactif et puis à des discussions. Peut-être que c'est mieux qu'on présente tout le monde avant que vous interveniez. Voilà, je vais d'abord vous donner la parole. Bonsoir, je m'appelle Saadou Ali Zato, je suis béninois, spécialisé sur les questions de management des médias. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Guénolé, je suis membre de la plateforme Mondoblog et je viens de Madagascar. Vous avez remarqué que ce qu'il a dit est totalement différent de ce que moi j'avais lu. Hein? Wow. Bonjour, Abdou Semar d'Alger, responsable d'Algérie Part. Bonjour, je m'appelle Bouba Sow du Sénégal, je suis responsable du Soleil Online qui sont les supports digitaux du quotidien de service public sénégalais, Le Soleil. Hello everyone. My name is Kennedy Kachwan. Tout le monde, je suis Kennedy Kachwan du Kenya. Je suis, n'est-ce pas, le président d'une association de blogueurs du Kenya. Merci bien. Je vais sans tarder passer la parole à notre ami du Bénin qui va donc introduire notre thème de panel. Merci. Ce matin, il y a déjà eu plusieurs intervenants, donc je vous ferai l'économie. Parlant de la société de l'information en Afrique, de revenir un peu sur les différents acteurs qui interviennent dans la société de l'information. La société de l'information qui fait suite, qui succède à la société industrielle. On nous demande de réfléchir un peu sur les nouveaux paradigmes et ce que propose l'Afrique. Directement, je vais dans un premier temps donner quelques éléments sur l'appréciation, le regard que je jette sur le fonctionnement actuel de la société de l'information. Et je le ferai en commençant dans un premier temps par les professionnels des médias, de nos médias traditionnels, notamment les journaux, les radios, les télévisions, que cela soit dans le domaine du public que dans le domaine du privé. Alors, au niveau des professionnels des médias, le fonctionnement que nous observons en termes de société de l'information, ces professionnels des médias, je dirais qu'en principe, ils auraient dû être le fait de lancer les principaux bénéficiaires de la société de l'information. Mais force est de constater dans leur fonctionnement que nous n'avons pas toujours ce que nous voulons. SPD avait eu à dire ce matin que les médias étaient très mal perçus, très mal considérés. Ce n'est pas totalement faux. Il a parlé de la responsabilité des nouveaux médias. C'est très juste, mais dans un autre moment aussi, force est de reconnaître qu'au niveau des professionnels des médias, les relations entre les professionnels eux-mêmes ne sont pas du tout bonnes. La confraternité qu'on aurait dû observer, nous ne l'avons pas. Les associations professionnelles des professionnels des médias, dans tous les pays où j'ai eu l'occasion de passer, nous avons une prolifération de ces associations.
Et ces associations qui, au lieu de travailler en synergie pour réfléchir sur les véritables problèmes qui minent le développement donc, du secteur des médias, c'est plutôt des querelles de leadership, des crocs en jambes, et nous avons un certain nombre de situations qui ne sont pas du tout reluisantes. Et ça, c'est un premier élément que je constate. Et toujours au niveau des professionnels des médias, nous avons de plus en plus une perte de crédibilité des professionnels des médias. Et cette perte de crédibilité, elle devient de plus en plus dangereuse dans une société où l'information devient ce qu'il y a de très important. Ça devient une valeur cardinale. Et ceux qui doivent pouvoir être les vecteurs de cette information, lorsqu'ils ne sont plus crédibles, cela pose un gros problème. Cela pose un gros problème. Et la perte de crédibilité, on ne va pas se leurrer, c'est un peu les relations avec les pouvoirs d'argent. Relations avec les pouvoirs politiques, relations avec les pouvoirs d'argent, qui font que progressivement, nous avons des professionnels des médias qui ont commencé à traiter, à collecter, traiter l'information, diffuser de l'information en tenant compte des besoins de ceux-là qui sont en train de demander la diffusion de ces informations. Autrement dit, il s'agit d'un journalisme de commande plutôt que de traiter de l'information au point de vue de ceux qui sont censés consommer, au point de vue du citoyen. Comment est-ce que les citoyens voient la chose? Qu'est-ce qu'ils auraient aimé savoir? Cela ne les intéresse pas, c'est beaucoup plus. L'annonceur, qu'est-ce que l'annonceur financier est en train de proposer? Qu'est-ce que les politiciens qui sont derrière ont comme besoin? C'est plutôt ça, la satisfaction de ces besoins qui sont à la base. Au niveau des hommes politiques et de leur intervention dans le secteur, dans la société de l'information, là aussi, sans être pessimiste, il y a beaucoup de déceptions. La société de l'information aurait pu et aurait dû être une opportunité pour l'Afrique. Parce que, contrairement à la société industrielle où nous avons des investissements véritablement lourds, ici, nous avions la possibilité de pouvoir rattraper le retard, de pouvoir rentrer de plein pied dans la société de l'information avec très peu d'investissement. Malheureusement, au niveau des acteurs politiques, des responsables politiques de nos pays qui devaient pouvoir soutenir, nous avons beaucoup d'annonces, beaucoup de promesses, mais très peu de réalisations concrètes. Je suis béninois, il y a des béninois dans la salle. Nous avons eu au pays un projet de e-government qui était censé, financé par la Banque mondiale à la hauteur de 15 millions de dollars US, censé faciliter, rapprocher l'administration donc des populations, faciliter l'accès aux services publics, le développement d'un certain nombre d'applications. Mais au bout de 2, 3, 4, 5 ans, on ne voit rien. On ne voit rien. C'est pour ça que je dis, il y a eu beaucoup d'annonces, mais en réalité très peu de réalisations. Et cette perte de crédibilité, je dirais que si nous la considérons, c'est vrai que les réseaux sociaux, les nouveaux médias ont profité un peu de cette perte de crédibilité pour avoir pignon sur rue. Et ceci est tout à fait normal parce que lorsque les journalistes professionnels perdent de leur crédibilité, tout le monde se retrouve dans une situation, grâce à un smartphone, être en mesure de produire et de diffuser de l'information sans pour autant avoir, je dirais, la formation professionnelle et cet encadrement, cette rigueur qui doit pouvoir soutenir cela. Et au niveau des réseaux sociaux, au niveau des nouveaux médias, nous avons malheureusement beaucoup de dérives que beaucoup ont déjà eu à souligner. Je ne vais pas insister là-dessus, mais c'est qu'en dehors de cela, les différents efforts qui sont faits au niveau des associations d'activistes, nous avons Africtivistes qui est en train de faire un travail que nous tous nous connaissons, les différentes associations professionnelles, les associations de blogueurs dans différents pays qui essaient d'encadrer, de ramener un peu d'éthique. Et ça, c'est à leur actif, il faut le reconnaître, pour faire en sorte qu'au niveau
des nouveaux médias que nous ayons un peu plus de crédibilité. Ce n'est pas facile, c'est un travail sur lequel il va falloir travailler pendant longtemps, parce que pour le moment, nous avons un peu de tout dans les réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu difficile. Je mets de côté la question des fournisseurs d'accès à Internet, parce qu'à ce niveau, la qualité, nous tous, nous connaissons un peu la qualité de la fourniture d'Internet et tout ce qu'il y a comme limite. Je ne vais pas tirer sur l'ambulance en disant qu'une fois de plus, à ce niveau, nos responsables de nos États ont failli, parce que la télécommunication qui était le monopole de l'État, je n'arrive pas à comprendre, malgré les fibres optiques qui se sont retrouvées entre leurs mains, ils ont raté le tournant du GSM. Sur Internet, sur la 4G, on les retrouve en train de tituber pratiquement dans tous les pays. Et les utilisateurs se retrouvent entre les mains d'opérateurs privés de GSM qui fournissent des services de piètre qualité, mais à des coûts exorbitants. Et tout ceci qui est de nature à limiter véritablement l'accès et la jouissance donc, de la société de l'information. Alors, on peut se demander qu'est-ce que nous pouvons faire pour une meilleure société de l'information en Afrique. Il y a naturellement des défis qu'il faudrait pouvoir relever. Le premier défi que j'identifie, c'est l'aptitude à anticiper sur la demande. Anticiper sur la demande parce que actuellement, il ne s'agit pas d'être réactif. Il s'agit d'identifier au plus près, et secteur par secteur, dans le secteur de la justice, dans le secteur de la santé, de l'agriculture, de l'économie, quels sont les besoins qui existent. Un petit exemple, lorsque nous regardons le faible taux de bancarisation en Afrique et la pénétration, tout à l'heure j'ai eu à dire que ce n'était pas du tout parfait, mais ça existe. Et nous avons l'Internet qui va de plus en plus, c'est qu'on s'est retrouvé face à une demande qui n'existait pas au départ, mais une demande que d'aucuns ont pu satisfaire avec la question des transferts d'argent par mobile money qui ont eu à supplanter les transferts bancaires et les bons vieux mandats que nous connaissions depuis. Et dans tous les secteurs que nous prenons, il s'agit pour nous aujourd'hui d'identifier quels sont les besoins, anticiper sur ces besoins, et parce que nous devons anticiper sur ces besoins, c'est qu'on a besoin aussi de l'acquisition de nouvelles compétences. Acquisition de nouvelles compétences pour pouvoir satisfaire les nouveaux besoins qui ont été identifiés. Et à ce niveau, la question de la formation sur les secteurs de pointe devient vitale. Nous avons ici, réunis dans cette salle, quand on regarde la moyenne d'âge et quand on regarde le niveau de compétences sur des secteurs pointus, c'est quelque chose qui est très important à apprécier. Mais dans nos pays, qu'est-ce qui se passe? Les Béninois vont encore une fois de plus m'excuser. Mais je me rappelle, lorsqu'il y avait eu la question de la migration au niveau de l'audiovisuel, de la migration de l'analogique au numérique. Comme dans tous les pays, on a mis en place une commission nationale pour la migration vers le numérique. Aussi hallucinant que cela puisse être, la moyenne d'âge au niveau de cette commission, c'était dans les 50-60 ans. La commission était présidée par un vieux ingénieur en télécommunication qui avait fini sa formation. En Union soviétique, c'est pas ça qui est le problème. Mais c'est qu'il était à la retraite. Ça faisait déjà 10 ans. Ça veut dire que ses rapports à l'ordinateur, ses rapports au numérique, c'est-à-dire qu'il a tout fait en analogique. Jusqu'à sa retraite, il était en analogique et il est chargé de conduire le pays de l'analogique au numérique.
C'est hallucinant, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Le nouveau président, lorsqu'il est arrivé, on a dissous la commission purement et simplement pour essayer de passer à autre chose. Mais ceci nous montre un peu la nécessité de formation dans les secteurs de pointe. Et quand je dis nécessité de formation dans les secteurs de pointe, le problème qui se pose, c'est que ceux qui sont chargés justement de concevoir ces politiques de formation dans les secteurs de pointe sont pour la plupart sclérosés. Excusez-moi le terme. Ils sont dépassés. Ils ne savent même pas quels sont les domaines dans lesquels il va falloir former les gens, quels sont les domaines dans lesquels il va falloir acquérir de nouvelles compétences. Ils ne le savent pas, mais c'est eux qui décident. Et cela pose les problèmes que nous tous, nous connaissons aujourd'hui. Et à partir de cet instant, l'exclusion et la marginalisation qui se retrouvent à notre niveau et qu'on aurait pu transformer en une opportunité, ça devient un peu plus difficile. Comme défi à relever aussi la sécurisation des acteurs, les gens en ont déjà parlé, je ne vais pas intervenir là-dessus, la question de la régulation. Nous avons besoin de plus en plus dans nos pays d'une régulation qui soit souple, efficace et adaptée. Le président du FASO a eu à dire tout à l'heure, ce matin, que les réseaux sociaux ne doivent pas être des lieux de non-droit. C'est très juste. Il est tout à fait normal qu'on cherche à réglementer. Mais réglementer comment? Réglementer avec quel outil? Réglementer avec quel organe de régulation? Les organes de régulation, c'est des organes que nous avons eu à mettre en place dans un contexte où la communication sur Internet était pas tellement ce que cela est aujourd'hui. Nous avons des lois. Certains pays ont commencé à actualiser leurs lois et se doter d'un code de l'information et de la communication avec un volet sur le numérique. Mais lorsqu'on regarde l'intérieur de ces codes, j'ai eu l'occasion d'en étudier au moins 3, c'est que le souci de contrôler, de maîtriser transparaît clairement. C'est beaucoup plus contrôler et maîtriser ce qui se passe sur Internet plutôt que de soutenir et de faire épanouir, mais dans le respect des autres. C'est ce que nous constatons. L'accès aux données, il y aura un panel qui va revenir là-dessus, je ne vais pas insister, mais ça c'est un gros défi qu'il va falloir qu'on puisse relever. Il y a des perspectives dans tout ce que je suis en train de dire, et le premier, pour moi, et pour ce qui nous concerne, nous Africains, c'est le développement des synergies grâce à un travail collaboratif. Et à ce niveau, je n'ai pas besoin de dire et de tirer le chapeau au niveau de Africtivis qui, à travers un réseau performant dans plusieurs pays, est en train de faire un travail. Un travail qui permet de mettre en synergie un certain nombre d'acteurs. C'est vrai que Africtivis, c'est beaucoup plus les activistes, mais la synergie dont je parle, c'est une synergie qu'on doit pouvoir retrouver entre professionnels des médias même. Au niveau des professionnels des médias, quelle synergie nous pouvons essayer de retrouver entre journalistes de la presse écrite, de la presse audio et de la télévision? Quelle synergie nous pouvons avoir avec les journaux en ligne? Lorsque je regarde les radios de proximité qui se retrouvent dispersées un peu partout dans nos pays, dans l'intérieur du pays, quelle synergie nous pouvons avoir entre ces radios et ceux qui sont actifs au niveau donc des capitales. Donc c'est extrêmement important qu'on puisse travailler là-dessus. Synergie médias web activistes, j'en ai déjà parlé. La synergie entre les développeurs et les services étatiques. C'est quelque chose qui est très important. Nous avons des développeurs d'applications qui sont très brillants, mais d'un autre côté, nous avons des services étatiques qui se retrouvent en train de manipuler des données, en train de manipuler des chiffres avec toutes sortes de difficultés, mais qui malheureusement ne collaborent pas avec les développeurs qui auraient pu leur faciliter la tâche et faire en sorte que de plus en plus de citoyens aient accès un peu à ces éléments-là. Les systèmes de gestion
Nous avons, comme je l'avais déjà dit, c'est important que sur les différents secteurs d'activité, que la façon de gérer la santé, la façon de gérer la sécurité, la façon de gérer l'agriculture, qu'on puisse travailler là-dessus, qu'il y ait un peu plus de circulation de l'information pour permettre d'avoir de plus en plus d'efficacité. Les rapports entre les autorités et les citoyens, ça devient aussi des champs sur lesquels, en Afrique, c'est extrêmement important qu'on puisse travailler pour pouvoir avoir de bons résultats. Je vais finir en parlant un peu de la contribution. Oui, je suis en train de finir. Merci. La contribution aux nouveaux courants d'échanges internationaux sur lesquels nous n'avons pas... on n'a pas à faire piètre figure. L'Afrique a beaucoup de choses à apporter à ce niveau. Nous avons une société dans laquelle, en matière d'éducation, nous avons un système traditionnel où nous avons le respect de l'ancien et qui est extrêmement important, mais que nous sommes en train de perdre. Nous avons des valeurs comme, je prends un exemple, celui de la parenté à plaisanterie, qui est quelque chose de très simple, mais de très efficace en matière de cohésion sociale, en matière de gestion de conflits et autres. Quel travail on peut faire à ce niveau pour qu'on puisse apporter quelque chose de différent, une autre façon de voir les choses, une autre façon d'utiliser les réseaux sociaux pour que cela puisse être profitable au développement de l'Afrique de manière générale. Donc voilà un peu quelques éléments que j'ai voulu partager avec vous. Je ne suis pas spécialiste du domaine. C'est Cher qui a décidé de me mettre la corde au cou. Je le remercie. J'ai essayé de me débattre. On va continuer avec le reste des discussions. Merci beaucoup. Merci bien à notre ami du Bénin, M. Ali Zato. Je vais peut-être passer la parole aux autres pour alimenter un peu le thème avant qu'on revienne aux discussions. D'accord ? On a encore combien de minutes? Ah oui. Mais c'est 27. Non, c'est pas juste. Bon. Ok, vous avez la parole. 3 minutes. Donc, bonsoir tout le monde. Je suis très content d'être parmi vous à ce second sommet Africtiviste. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'appelle Guénolé. Je suis membre de la plateforme Mondoblog et je viens de Madagascar. Donc, avant d'ajouter des éléments par rapport au thème de la discussion, juste pour vous présenter un peu Madagascar, ce beau et merveilleux pays. Donc, c'est une île. Pardon ? 30 secondes. 30 secondes. Non, pour la présentation de Madagascar. Ok, merci. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ah, tu m'as stressé là. Donc, c'est un pays c'est la 5e plus grande île du monde, donc située dans l'océan Indien, et très connue pour sa biodiversité époustouflante. Donc, je vous invite à visiter si vous avez l'occasion d'y passer. Donc, par rapport au thème, la société de l'information à Madagascar, juste pour présenter un petit contexte, c'est encore un secteur où tout est encore possible. Parce que, justement, comme la plupart des pays africains, nous avons encore des problèmes en termes de fournisseurs d'accès Internet. Et la plupart des informations, ça passe par les médias classiques, donc la presse écrite, la radio et la télé. Donc, ce matin, il y a eu la très intéressante keynote où j'ai noté que donc, il y avait cette citation qui était très intéressante. Les médias classiques sont en survivance et au pire en agonie. Par rapport à cela, quand je pense à mon pays, à mon opinion personnelle et à mon humble avis, on ne peut pas dire que les médias classiques sont en survivance,
parce que justement avec les problèmes d'Internet, où on a encore des populations qui ont du mal à lire et à écrire. Il y a les médias classiques, ils ont encore une grande part de marché. Et donc, on ne peut pas dire qu'ils sont en survivance. Par contre, la société de l'information est en, comment dire, c'est en pleine évolution. Et il y a en fait, on peut dire que c'est une niche qui pourra se développer dans les années à venir. Et justement, tous les acteurs de cette société de l'information-là, ils doivent se préparer à ce changement qui est brusque et qui va très très vite. Et justement, par rapport à cela, il y a des acteurs des médias, TV, presse écrite et radio, qui commencent à anticiper en fait le changement. Et donc, ces dernières années, il y a par exemple des médias, des sociétés de la presse qui commencent à vendre en ligne leurs parutions. Il y a aussi des radios qui commencent à faire de la podcast. Et sur Facebook, comme c'est un réseau social très prisé, beaucoup de télévisions, de chaînes de télé commencent à faire du direct. Donc, même si ça ne peut pas contribuer directement à la rentrée de revenus pour ces médias-là, ils sont quand même présents. Et parfois, c'est un peu, comment dire, ils sont maladroits dans la manière de présenter, dans la manière de manipuler les outils. Mais l'important, en fait, c'est qu'ils soient là et qu'ils anticipent déjà ce changement dans le domaine de l'information. Est-ce que la question de la crédibilité de l'information, les fake news par exemple, ce sont des problèmes qui reviennent à Madagascar aussi? D'accord. Pour les fake news, justement avec les smartphones qui commencent à devenir accessibles à une majeure partie de la population, et avec Facebook qui est, je peux dire, un réseau social pas mal utilisé à Madagascar, chacun peut devenir un contributeur et un créateur de contenu. Et justement, s'il se passe un événement, le citoyen lambda prend une vidéo, peut faire un live Facebook. Et il y a mon ami qui a ajouté tout à l'heure, sans les techniques, sans le professionnalisme, mais comme il a le smartphone, il a l'événement avec, il filme, des gens voient, et ça peut être interprété de différentes manières. Pour le côté positif, en fait, je trouve que c'est bien. C'est bien parce que justement, s'il n'y a pas de journaliste qui est à côté, le citoyen lambda, en fait, peut véhiculer l'information où les journalistes ne sont pas présents. Mais d'un autre côté aussi, il y a ce risque de la désinformation qui est à compter. Et pour ajouter à cela, l'histoire des fake news, dans les groupes, il y a plein de groupes Facebook à Madagascar. Donc, il se peut que, je le dis en mon nom personnel, hein, il y a en fait plein de, comment on dit ça ? Il y a les partis politiques. Il y a les partis politiques qui ont des personnes qui s'incrustent dans les groupes Facebook et qui sont là justement pour soit dans certaines situations de faire de la publicité pour les partis, ou sont là pour dénigrer d'autres partis. Et ça peut mener à de la désinformation, de la publication d'informations non vérifiées qui pourraient créer des tensions, de la perturbation au niveau de la sécurité ou de la paix au niveau des communautés.
Donc les fake news, c'est des défis en fait, c'est des problèmes auxquels la population virtuelle ou les communautés en général, en termes d'information, font face au quotidien. D'accord. Voilà. Merci bien. Merci. Merci bien à notre ami de Madagascar. Peut-être que nous aurons une autre perspective avec notre confrère de l'Algérie, qui a vécu, grâce à ses voisins, le printemps arabe, j'allais dire de plein fouet. Qui ont fait notre printemps, mais c'était en 1988, il n'y avait ni Twitter ni Facebook. À l'époque, il n'y avait que les Souk al-Fellah algériens, c'est-à-dire que les infrastructures très traditionnelles. Moi, j'aimerais vraiment... Le thème de ce panel, en fait, j'aimerais bien que vous parlez clairement. On va essayer de se parler franchement. Moi, ce thème m'énerve. Pourquoi il m'énerve? Parce qu'on dit que l'Afrique, qu'est-ce qu'elle propose? Mais est-ce que l'Afrique, au niveau de l'information, existe déjà? Est-ce que nous existons? Nous constatons malheureusement que tout ce qui se raconte sur notre continent, sur nos pays, ce n'est pas nous qui le racontons. Les médias internationaux dominent outrageusement l'information africaine. C'est France 24. L'Africain, il s'informe comment sur son continent? France 24, BBC, Al Jazeera. Il n'y a aucun média africain. Malgré toutes les richesses que nous possédons, nos dirigeants n'ont même pas réussi à faire une télé qui vaut 1% d'une télévision occidentale. 1, même pas 10, 1%. Donc avant de penser à l'Afrique qui propose, il faut que nous, les Africains, nous puissions exister. Et tant que nous ne racontons pas notre propre histoire, nous ne sommes pas des gens de la modernité. Nous n'existons pas sur la carte mondiale de l'information. Aujourd'hui, un Américain, un Israélien, un Français, un Indien peut tout dire sur l'Afrique. Mais un Africain n'a pas de voix au chapitre. On est considérés comme des simples consommateurs. Quand je vois mes compatriotes africains s'enthousiasmer du taux de pénétration de Facebook et de Twitter, mes amis, Facebook et Twitter ne sont pas des inventions africaines. Ils ne payent pas d'impôts en Afrique. Ils utilisent notre contenu pour s'enrichir. On ne fait qu'enrichir M. Mark Zuckerberg, qui ne fantasme ni sur l'Afrique, ni sur nous. Il ne passera jamais ses vacances en Algérie, ou au Kenya, ou à Malawi. Donc, ce mec, tant que nous n'inventons pas notre propre plateforme, tant que nous n'inventons pas nos propres médias, nous ne pourrons jamais exister du point de vue de l'information. Que pouvez-vous nous proposer? Savez-vous quel est le seul événement qui rassemble réellement les Africains? C'est la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est le seul événement. C'est le seul événement où l'Algérien entend parler du Malawi, ou le gars du Malawi entend parler de l'Algérie. Parce qu'il y a deux équipes de football qui s'affrontent. Mais à part la Coupe des Nations de football, il n'y a aucun événement où l'Afrique existe en tant que telle sur le plan de l'information. C'est quoi la conséquence? C'est que là où nous bougeons à travers le monde, notre continent est associé à la maladie, à la corruption, aux vieux dirigeants. On veut nous faire croire que l'Union africaine, c'est elle qui nous représente. Moi, l'Union africaine ne me représente pas. Moi, j'ai élu personne à l'Union africaine. Je n'ai élu personne et personne n'a été désigné pour parler de ma voix au sein de l'Union africaine. Nous devons, nous, activistes et journalistes, s'unir pour qu'il y ait une conscience africaine. Comme il y a une conscience européenne, comme il y a une conscience en Amérique du Sud, comme il commence à avoir une conscience asiatique dans certaines parties de l'Asie, comme il commence à avoir une certaine conscience au niveau des pays du Golfe. Nous devons créer des supports et si possible, comment c'est possible? Moi, j'ai fait une proposition à Dakar lorsqu'on s'est vu il y a 2-3 ans. J'ai dit, nous n'avons pas les moyens des grands médias internationaux, nous ne sommes pas riches comme les Occidentaux, on ne va pas terminer toute notre vie en pleurs, on n'est pas riche, on n'a pas d'argent, on pleure, on pleure. Il y a des solutions. Si nous, Africtivistes, on peut par exemple s'échanger. C'est-à-dire, moi j'ai proposé à des gens du Gabon, du Burkina, du Malawi qui viennent à Alger, qui fassent un stage dans ma rédaction, qui écrivent des contenus sur l'Algérie, qui s'imprègnent du quotidien d'un Algérien. Et qu'un Algérien puisse se déplacer à Dakar, à Libreville, ici à Ouagadougou, au sein d'une rédaction, d'un journal, d'un média ou d'un blog burkinabé, qu'on crée du contenu en commun. On n'est même pas capable de créer du contenu en commun et vous voulez qu'on propose? Soyons sérieux. On ne demande pas de créer une chaîne franco-allemande comme Arte, mais on peut quand même créer des passerelles. Et ces passerelles, c'est possible. Il est complètement possible, moi mes portes sont ouvertes à mes confrères et mes consoeurs. Mais j'aimerais que vous ouvriez aussi vos portes. Cette expérience de la création du contenu en commun est le début de la prise de conscience africaine de l'information.
Pour moi, c'est important. Deuxièmement, je pense qu'il y a un travail, il y a un militantisme sur lequel on doit absolument ne pas abandonner. On parle beaucoup de démocratie, mais on ne parle jamais de la liberté de déplacement en Afrique. Moi, pour venir ici, j'ai payé un visa à 150 €. Je vous assure, la naissance de mon garçon ne m'a pas coûté 150 €. Jamais j'ai payé 150 € pour un visa. J'ai fait toutes les grandes puissances du monde, j'ai pas payé 150 €. Un Africain pour aller dans un autre pays africain et payer 150 €, c'est honteux. Tout à l'heure, j'entendais le président du Burkina nous dire bienvenue. Mon gars, tu m'as pas souhaité le bienvenu, j'ai payé. 150 €. À 150 € le visa, tu me dis pas le bienvenu. Tu me sers un couscous, je sais pas quoi. Il est vital que nous militons pour la liberté de se déplacer dans nos pays respectifs. Il n'est pas normal qu'un Burkinabé demande le visa pour aller en Algérie. Il n'est pas normal. C'est des choses. S'il y a une liberté de se déplacer, s'il y a une création de contenu en commun, s'il y a une prise de conscience africaine, je suis en train de rattraper la part qui m'a été volée par mon ami béninois. Et étant donné qu'après la division du Soudan, l'Algérie c'est le plus grand pays d'Afrique en ce moment, donc j'ai le droit un peu plus. Je termine là-dessus sans rigoler. J'essaie de détendre le climat parce que la situation est très très grave. Nous sommes en 2018 et encore le jeu africain n'existe pas. Je vous le propose de le fonder et ce jour-là on pourra parler de notre alternative. Merci. Je vais essayer de ne pas jeter de l'huile sur le feu. J'ai entendu ce matin, en fait je voudrais intervenir sous deux axes. D'abord peut-être le prisme média public, entre autres quotidien dit national, média de service public, parce que c'est ce que je vis tous les jours, et également la question de la formation qui me paraît quelque chose d'essentiel. Parce que je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais je suis aussi formateur. J'entendais quelqu'un ce matin dire que la presse publique, les médias de service public étaient à l'agonie. Je pense que c'était un constat très pessimiste, mais par contre, on va pouvoir s'entendre sur une chose. En tout cas, en Afrique de l'Ouest, francophone, c'est que cette fameuse mutation digitale, on l'a ratée, à mon sens, en termes de médias quotidiens, de services publics. On en parle beaucoup depuis très longtemps. Je parle sous le contrôle du ministre El Hadj Kassé, qui est un ancien directeur général du Soleil, mais le Soleil au Sénégal est probablement l'un des premiers dans la sous-région à avoir déjà un site internet. Déjà. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'au Soleil, nous faisons de la presse en ligne. On fait de la presse écrite sur internet. Pourquoi ? Parce que déjà, je pense que sans peut-être mettre l'accent sur le Soleil, mais encore une fois, dans la sous-région ouest africaine, il faut comprendre que ce sont de très vieilles maisons. C'est des quotidiens qui sont là depuis très longtemps. Okay ? Au Sénégal, ça date de 70. Né descendre d'un autre quotidien, né descendre, lui, d'un autre quotidien également. Moi, quand je suis arrivé au Soleil, il y a 7-8 ans, je dois avouer que la rédaction était très vieille. On a eu l'exemple de la TNT au Bénin. C'est vrai que la rédaction était quand même relativement âgée, c'est-à-dire des gens qui avaient déjà 20, 25, presque 30 ans de maison. Un avantage extraordinaire pour la qualité du contenu du journal papier, parce que des journalistes chevronnés, aguerris, etc., qui ont fait ce qu'est le journal en termes qualitatifs, mais qui, pour moi, qui était censé, non pas conduire, mais contribuer à cette fameuse transition, à ce fameux passage au digital, au numérique, ça a été un frein terrible. Et c'est complètement contradictoire, parce que vous avez d'un côté des gens qui comprennent les enjeux, donc qui vous disent, oui, cette transition, elle est inéluctable. Mais qui de l'autre sont ceux qui freinent la transition parce qu'ils en ont peur déjà. Ils ont l'impression que parce que c'est des outils qu'ils ne maîtrisent pas forcément, même l'ordinateur est arrivé pendant qu'ils étaient en fonction. Donc ils ont l'impression que, waouh, peut-être que je vais perdre mon job. Je viens rapidement et je terminerai peut-être sur la question de la formation. Il y a, en 2007, si ma mémoire est bonne,
on m'avait demandé de monter aussi un projet qui emmènerait vers les corps de métier des nouveaux médias. Donc j'ai eu à monter un programme multimédia pour le compte du Centre d'études des sciences et techniques de l'information de l'Université Cheikh Anta Diop, le CESTI que beaucoup d'entre vous connaissent. Et ce qu'on a essayé de faire au niveau de ce que j'ai essayé de faire au niveau de ce cours de multimédia, c'était en réalité la synthèse des 3 grandes filières, donc presse écrite, radio, télé. Et au travers du cours de multimédia, sur une plateforme web, on permettait aux étudiants de faire la synthèse de ces 3 grands corps de métier. Et on avait à l'époque créé une collaboration avec le Bondi Blog et on avait créé ce qu'on a appelé le Dakar Bondi Blog, qui était devenu un peu le laboratoire expérimental des étudiants du CESTI. Et ça nous a permis de former, moi en tout cas j'en ai formé, je pense 3 ou 4 promotions, mais le constat aujourd'hui c'est que les meilleurs de ces promotions-là ne sont plus dans les médias. Ils sont dans les agences de communication, ils sont dans les ONG, ils sont dans les institutions internationales, comme Communication Officer, comme Digital Manager, comme Community Manager, etc. Mais ils ne sont plus dans la presse. Donc même si, la question que je pose, je finis là-dessus, même si la volonté institutionnelle arrive au niveau des médias publics de définitivement faire ce changement, la ressource humaine dont on a besoin, on la prend où? Parce qu'on manque également d'instituts de formation, de programmes de formation à ces nouveaux métiers. Voilà. On n'a pas vu. Thank you. So when talking about media, I think the most important part we need to start with to reflect on media ownership. And because ownership means the control, and that's what my friend from Algeria was talking about. In this case, who controls the media in most African countries? And you will find out that it's mostly politicians. And control, the ownership means control of the flow of the information. The greatest thing about the new media, that's the internet and digital space, is the fact that the barrier to entry is low. And this is something that I feel we are not taking advantage of to ensure that our population used the internet properly. Instead of asking ourselves, how do we ensure that every African is connected to the internet and use the digital space, we ask ourselves, we talk mostly about control, about regulations, and about introducing new laws which basically gag the citizen from discussing issues affecting them. What we have seen from different countries, Africans are able and have shown that they are creative and they are able, but the government and some connected individuals are the barriers. They definitely realize that citizens are now the source of information. Citizens are the force behind the information. And instead of encouraging this, obviously, we have seen a situation in some other countries where taxes are being introduced. I think example of Uganda. We have people being registered to access internet in Tanzania. Kenya, they introduced a law against à l'Internet. Donc, il y a d'autres aussi qui sont confrontés à des problèmes de... a temporary win at the moment. The case is still ongoing. But the main thing is, how do we take advantage of the digital space to ensure that our people move forward instead of us moving backward? This is the big question that I feel we need to reflect on, and I feel that one of the issues that going forward we need to champion is how do we get every citizen to access the internet, because this is a good thing for our people. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir. Ils le méritent bien. J'ai l'impression qu'on a eu moins de temps que les panels précédents. C'est un peu frustrant. C'est quand même des questions essentielles. Il y a beaucoup de journalistes ici. Je pense qu'à l'heure où
on parle de journalisme citoyen, même si c'est abusivement, où tout le monde croit qu'il peut être journaliste, à l'heure où on dit que les gens ne veulent plus s'informer, ils veulent être au courant, à l'heure des fake news, etc. Il était important quand même qu'on nous donne du temps pour débattre de ces questions, voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, il y a la question des flux migratoires, enfin, de la coopération que notre ami de l'Algérie a posée. On sait déjà dans la vie réelle les questions qui se posent en termes de migration. Mais j'ai senti personnellement beaucoup de pessimisme dans les interventions qui ont été faites. Il y a quand même des raisons d'espérer, à mon avis. Vous avez des expériences assez intéressantes en matière de mobile banking, par exemple en Afrique. Je crois qu'il y a des innovations qu'on n'a pas vues ailleurs. En matière d'information low cost, nos amis de la Côte d'Ivoire avec Alert Info, qui a été dupliqué dans plusieurs autres pays de la sous-région, au Burkina, en Côte d'Ivoire et autres, qui permet aujourd'hui à des centaines de Burkinabés de s'informer à bas prix. 25 francs par jour, 100 francs par semaine. Ce sont des solutions quand même qui sont, j'allais dire, à un niveau, au niveau de nos populations, qui ne sont pas négligeables. Et tout ce qui se fait en matière de langue nationale, je crois que la semaine dernière, on a lancé au Burkina Phone Class. On a donné des téléphones à des populations non alphabétisées qui pourront, grâce à cet instrument-là, apprendre des langues, aller sur Internet et autres. Ce n'est pas négligeable. Moi, je suis chercheur, j'ai un collègue de l'IBAM qui a inventé un clavier en langue nationale qui devrait permettre d'utiliser, de vulgariser la langue nationale sur Internet. C'est vrai qu'il y a beaucoup de déceptions. Vous connaissez l'initiative de la Société africaine à l'ère de l'information qui a été lancée au milieu des années 90, censée booster le continent. On disait à l'époque, l'Afrique a raté le train de l'industrialisation, la révolution de l'industrialisation. Il ne faut pas qu'il rate la révolution de l'information. C'est vrai, tout ce qui a été annoncé n'a pas été accompli, mais c'est à notre niveau individuel, à des petits pas qui permettent quand même de faire des choses. Moi, je suis promoteur du Faso.net, on en a parlé, mais si vous regardez les sites de mesure d'audience, Alexa ou SimilarWeb, vous verrez que c'est le premier site qui est burkinabé qui est le plus visité, où on a beaucoup de gens. Ça veut dire l'information est le premier produit que les Burkinabés recherchent sur Internet. Donc ce sont des choses qui ne sont pas négligeables, qui prouvent qu'il y a des changements qui sont à l'œuvre, peut-être pas à des vitesses qu'on voudrait, mais il y a des changements, il n'y a pas de raison d'être aussi pessimiste que je l'ai senti moi dans les débats. Est-ce qu'on nous accorde un petit bonus de 10 minutes pour permettre aux gens de discuter? Parce que les autres en ont eu. Hein. Sinon, on va faire la révolution. Oui. Oui, des contributions. Je vais faire le test. Oui, bonjour. Donc, il a été dit pas mal de choses aujourd'hui dans ce panel, comme dans le panel précédent, sur la défaillance des médias publics. Je pense qu'il y a un point intéressant à relever, c'est que dans certains pays, je ne voudrais pas généraliser, dans certains pays, cette crise témoigne surtout d'une transition qui peine à se faire entre le statut ou du statut de média d'État à celui d'un média public. Et c'est ça déjà un problème. À côté, bien entendu, de problèmes de financement, etc. C'est-à-dire que pas mal de médias publics fonctionnent encore dans une logique de caisse de résonance de départements ministériels où se font des services de communication dans une certaine façon des pouvoirs publics. Mais la question également de savoir, mais qu'est-ce qui au fond est médias privés ? La légèreté, pour caricaturer, la légèreté, le sans-sas, le buzz, et tout ça justement, le rôle du service public justement, puisque c'est on ne peut pas reprocher finalement aux médias privés d'œuvrer dans ce sens-là, parce que naturellement, légitimement, je dirais, ils sont mus par le gain. Et ça, c'est légitime, on ne peut pas les en empêcher. Ce serait même leur raison d'être, quelque part. Or, le service public, justement, vu que il peut fonctionner à perte, ce serait même sa vocation de fonctionner à perte. Ce serait l'occasion pour lui d'enclencher un mécanisme à contre-courant en faisant la promotion justement d'une autre culture, d'une autre culture médiatique, dans des débats de fond, sur la culture démocratique, etc., qui ne correspondent pas en l'état à un besoin. C'est pour ça que les médias privés s'en détournent. Mais à terme,
vu que justement il peut fonctionner à perte, ce besoin-là se créera et il entraînera avec lui les médias privés, puisqu'il aura créé ou fidélisé une nouvelle catégorie d'audimat, sensibiliser ce genre d'émissions ou de contenu médiatique, de contenu d'information, et qui le demandera, et les médias privés vont forcément être traînés dans cette logique-là vertueuse, non pas parce qu'il serait, uniquement parce que ce besoin-là, ce sera un besoin monétisé. C'est une audimat donc qui va être intéressante. Donc c'est ce que je voulais dire. Merci bien pour l'intervention. Donc il n'y a pas que la rentabilité qui est un critère de réussite. Donc les médias de service public, il avait levé la main avant, ont un rôle de service public. Je vais passer la parole à Israël qui est de la Côte d'Ivoire. Je crois que l'expérience de l'agence ivoirienne de presse qui a su quand même prendre le tournant de la numérisation aurait mérité qu'on en parle. Ok, merci beaucoup. Non, je voudrais surtout intervenir sur... alors j'ai un point d'accord et 2 points de désaccord avec mon ami Abdou, mon futur invité à Abidjan. Le point d'accord, c'est qu'effectivement, il faut qu'on fasse la promotion davantage du contenu Made in Africa. Il faut qu'il y ait une vraie synergie entre les différentes zones géographiques, mais aussi entre les différentes personnes qu'il y a ici dans cette salle. Là-dessus, on est totalement d'accord. Le premier presque point de désaccord, c'est là où j'entends que lorsqu'on va à l'extérieur, le contenu africain est lié à la guerre et à la famine. Il y a 10 ans, c'était peut-être vrai. Aujourd'hui, cela n'est pas vrai. Il y a du contenu de qualité. Les blogueurs et blogueuses qui sont ici, quand vous allez en général sur la plupart des sites, vous allez voir du contenu de qualité. Question, combien d'entre nous allons lire les sites et les blogs qui produisent du contenu de qualité? Combien ici? Personne. Les Africains produisent du contenu, mais les Africains eux-mêmes ne lisent pas le contenu de leurs autres Africains. Quand vous allez à l'extérieur, aujourd'hui, Rosebel est là. Il y a quelques années, on ne connaissait pas les blogueurs africains, le contenu africain. Grâce à des concours comme les Bobs, la Deutsche Welle, le concours HAL, des blogueurs africains ont eu des prix, ont détrôné des blogueurs du monde entier et ont exposé ce contenu-là à la face du monde, à plusieurs reprises. Le deuxième point de désaccord, et je suis un peu offusqué que mon ami s'offusque de l'enthousiasme des Africains autour de Facebook, qui n'est pas une invention africaine. Offusquons-nous donc de l'enthousiasme qu'on a sur les smartphones. Offusquons-nous donc de l'enthousiasme qu'on a sur les ordinateurs. Moi, je suis très fier de l'enthousiasme des réseaux sociaux, de la prise en main des réseaux sociaux et la façon dont les Africains se sont appropriés ces réseaux sociaux-là pour mettre en avant ce contenu africain. Nous avions des blogs à l'époque. Qui nous connaissait? Personne. Mais avec Facebook qui a promis ce contenu-là, aujourd'hui, ce contenu est exposé à la face du monde. Donc, je pense... Donc, on va pas rien... On va pas rien... Écoutons-le parler. Non, on va pas... C'est moi qui ai la parole. Oui, il a la parole. Merci. Non, nous sommes... Les exemples qui sont pris de la Chine et de la Corée, je suis d'accord. Nous ne sommes pas dans un monde fermé. Nous sommes dans un monde planétaire. Nous sommes dans un monde ouvert vers les autres. Ne nous renfermons pas. On ne va pas réinventer la roue. Il y a des outils qui existent, qui ont été créés par d'autres personnes. Utilisons-les pour promouvoir ce contenu Made in Africa. C'est ce que je voulais dire. Merci. Il est peut-être venu à dos de chameau. Hein. Il vient de l'Algérie. Il n'a pas pris l'avion. Vous avez la parole. Oui, le dernier. Oui, le tout dernier. Non, le micro, Non, c'est très rapidement fermé l'entièreté du propos du compatriote algérien et je pense qu'il y a assez de fond. Il ne faut pas reculer devant notre responsabilité historique, non pas de réinventer le monde, mais de contribuer à améliorer le monde avec des outils supplémentaires, de sorte aussi à créer de l'admiration ou de sorte à le prêter au reste du monde. Et donc j'associe ma pensée à celle du frère algérien, qui est tout à fait conséquente, parce qu'il faudrait réduire le registre abusif de la consommation. Et il faut, dans le projet de la mondialisation, qui
rejeter les schémas classiques de l'uniformisation mondiale ou globalisante pour rentrer dans un registre originel de celle d'une mondialisation contributive et non exclusive. Et je voudrais, pour clore, poser une petite question. À qui les africtivistes ou les activistes que nous sommes parlons et à combien nous parlons? Est-ce que nous n'avons pas une perspective qui a déjà son fondement matériel, qui est un clavier en langue, je sais pas, en langue nationale? Et est-ce que ça ne fait pas partie des perspectives sur lesquelles il faut accélérer pour avoir de la cohérence et de la conséquence dans nos adresses? Merci. Bonne conclusion. Je crois qu'on peut applaudir tous les intervenants. Je vais laisser la parole à Cheikh pour trancher la bagarre. Je ne vais pas trancher.